On m'a demandé à différentes reprises, et on me demande souvent à l'intermédiaire du site Égalité-Réconciliation ou de mon site personnel ou également sur Facebook, on m'a souvent demandé de prendre position par rapport au récentisme. J'ai découvert le récentisme pour la première fois il y a 2-3 ans en regardant sur Égalité-Réconciliation une vidéo de Pierre d'Ortiguier. J'ai été absolument choquée de ce que j'entendais. Et je me suis rendu compte que, quelque désir que je puisse en avoir, je ne pouvais pas répondre à ce qui me semblait être des faussetés, enfin des aberrations, je ne dis pas forcément mal intentionnées, mais qui me semblaient être des contre-vérités. Je ne pouvais pas répondre simplement parce que je n'étais pas en possession de documents sur la période considérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le récentisme est une théorie qui prétend raccourcir le temps historique en retirant le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge étant une période que je n'ai pas étudiée, je n'ai pas en ma possession, je n'ai jamais eu entre les mains de documents datés de cette période-là qui me permettraient de répondre aux arguments récentistes. Alors, qu'est-ce que j'ai compris de ce que prétend le récentisme? Les récentistes, en tout cas à partir de ce que M. d'Ortiguier disait, et ensuite j'ai lu d'autres choses, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des textes, le récentisme prétend que l'histoire telle que nous la connaissons, l'histoire du Moyen-Âge telle que nous la connaissons, est une construction qui aurait été faite à partir de 1582, c'est-à-dire sous le pontificat de Grégoire XIII, une construction qui aurait été faite a posteriori à partir de faux. C'est-à-dire que toute l'histoire telle que nous la connaissons ne s'est pas déroulée telle qu'on nous le dit parce que les documents qui seraient en notre possession aujourd'hui auraient été falsifiés sur ordre de l'Église, qui aurait eu des raisons, bonnes ou mauvaises, de vouloir faire ces falsifications. Il est évident que moi, qui suis historienne depuis quelques années, qui ai l'habitude de manier des documents, ça me semblait totalement aberrant. Je ne pouvais pas répondre, je ne peux pas répondre à un récentiste parce que je n'ai jamais manipulé de documents de cette période-là. Comme j'ai rencontré Claire Colombie, ici présente, je lui ai immédiatement parlé de ces théories. Elle a bondi, on a mis un petit moment toutes les deux à comprendre que l'enjeu était de taille, de rétablir la vérité, de rétablir ce que nous croyons être la vérité. La vérité, c'est à nous de la démontrer, je ne la pose pas comme postulat. Il nous a semblé très important, à toutes les deux, à elle comme à moi, de rétablir des vérités sur ce problème-là pour la raison suivante. Les jeunes, de moins en moins, ont de moins en moins accès à l'histoire chronologique. Et une histoire qui n'est pas chronologique, ce n'est pas de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est le déroulement des faits passés, dans un ordre précis, celui dans lequel ils se sont déroulés, et pas un autre. Voilà. Il y a une logique dans tout ça. Je suis née après ma mère, laquelle est née après ma grand-mère, laquelle est née après mon arrière-grand-mère, et on ne peut pas être toutes nées en même temps. C'est pas possible. Donc il y a un déroulé logique, factuel des événements. L'histoire, c'est la tentative la plus juste possible de recherche de la vérité, dans une recherche de la vérité, de rétablir les faits tels qu'ils se sont passés. L'histoire, c'est l'accumulation de tous ces faits, l'accumulation de tous ces savoirs. Des gens arrivent en disant « vous avez tout faux, tout ça c'est pas vrai, tout ça ça a été inventé ». C'est déstabilisant, il ne suffit pas de déstabiliser quelqu'un pour avoir raison. Le révisionnisme en histoire, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire qu'un historien, c'est quelqu'un qui prend une vérité considérée comme acquise et puis qui va la remettre en question. Les récentistes ne remettent pas en question le déroulé des faits, ils remettent en question carrément les faits en eux-mêmes. S'il y a 1000 ans de trop dans l'histoire, ça fait 1000 ans d'événements qui ne se seraient pas déroulés. C'est extrêmement grave. Les jeunes, à l'heure actuelle, non seulement ont accès à une histoire de plus en plus chaotique, puisqu'on ne veut plus leur apprendre le déroulé des événements suivant leur ordre chronologique, mais maintenant, on leur présente des théories qui sont très certainement séduisantes, qui gomment carrément non plus l'ordre des événements, mais les événements eux-mêmes. Voilà. Donc, ça me semble très grave. Gommer notre passé, c'est gommer notre mémoire. Gommer notre mémoire, c'est gommer notre tradition. Gommer notre tradition, c'est tuer notre être collectif. Je remarque, je pense que ça n'échappera à personne, que la période qui est gommée par les récentistes, c'est celle du catholicisme triomphant, comme par hasard. Je veux bien que ce soit l'effet du plus grand des hasards. Enfin, je veux bien. Je ne crois pas une seconde que ça puisse être l'effet du plus grand des hasards. Les récentistes font passer d'un bond l'Europe de la fin de l'Empire romain à la réforme protestante. Il ne faut
pas exagérer. Ce qui supprime, c'est les 1000 ans de splendeur catholique, c'est l'Europe des cathédrales, l'Europe des monastères, l'Europe flamboyante, de toutes ces merveilles qui font notre histoire. Je vais donc passer la parole à Claire pour qu'elle nous explique ce qu'elle peut faire et que moi je ne peux pas faire, quel qu'en soit mon désir, parce qu'elle est historienne médiéviste, elle a donc étudié ces documents, elle connaît bien cette période et elle va nous raconter ce que lui inspirent les théories récentistes. Alors, il y a plusieurs récentistes que tu as étudiés, il y a M. Pierre Bortiguier, il y a François de Sart et il y a un russe qui s'appelle Anatoly Fomenko, qui sert vraiment de référence à tout le monde. Et il paraît que tout ça, c'est scientifique. Voilà. Ah oui, parce que voilà. C'est ça. C'est scientifique. Voilà. Nous, on est historienne, on fait de l'histoire, donc l'histoire n'est absolument pas une science. Aujourd'hui, on l'appelle science sociale. Moi, j'aime pas trop, on préfère parler de discipline. Parce que tous ces gens se fondent sur un peu le précurseur de ça, qui est Newton, d'accord, qui est le premier à avoir, en se fondant sur des calculs de comètes, de précession, des équinoxes et de toutes ces choses qui font super pompeux quand on les annonce, en comparant la Bible et les chronologies anciennes de la haute antiquité égyptienne, Ramsès, il a comparé et il a raccourci de 300 ou de 400 ans le temps égyptien ancien. Donc c'est avant le Moyen-Âge. Ça ne nous concerne pas du tout. Ça nous concerne et pas. Alors à la limite, peut-être que c'est vrai. Enfin, je veux dire, il faudrait demander aux égyptologues. Je sais qu'en égyptologie, il y a plein de périodes qui sont floues. D'accord, ça paraît normal. Et Voltaire, comme par hasard. Voltaire. Ah oui, le grand Voltaire. Le grand Voltaire, l'homme qui a la vérité pour passion. Oui, absolument. Je pense que tu es d'accord. Oui, enfin, le menteur pathologique de son temps. Oui. Reprend Newton dans sa lettre 27 sur l'infini et sur la chronologie. Et il voudrait faire comme Newton, mais alors lui, il décide de comparer c'est l'Iliade, l'Odyssée et les récits mythologiques, d'accord. Et donc il écrit dans sa lettre 22, Hipparque fut le premier... Attends, lettre 22 des lettres anglaises, non, pas 22, c'est ça? non, 25, 26, c'est 27, dans les 27. lettres anglaises. Lettres anglaises ou lettres philosophiques, C'est-à-dire, 1733. Voilà, 1733, c'est les débuts de Voltaire. Hein. D'accord, lettre 27 sur l'infini et sur la chronologie, d'accord. Donc il nous parle de ses travaux de Newton, donc sur le fait que la science, la vraie science, la science dure, peut nous apporter des vérités historiques, d'accord, en calculant... C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, le matériau de l'historien en général, c'est l'écrit, et Voltaire nous dit, non mais attendez, il y a autre chose que l'écrit, il y a des observations scientifiques. Oui, même voilà. pas l'écrit, ce qu'on appelle la trace, parce que l'archéologie, les artefacts, les ossements, les bâtiments, tout ça, c'est aussi, pour l'Antiquité, ça peut servir de matériau. Donc voilà, donc il nous parle d'Hipparque chez les Grecs qui s'aperçut des changements de constellation. Donc c'est assez obscur, de toute façon on y reviendra, c'est un peu la marque de fabrique des récentistes. Oui, on comprend rarement, il faut souvent repasser 4 fois la phrase pour comprendre ce que ça veut dire. Clément Alexandrin, qui est un chrétien byzantin, d'accord, qui a vécu au 3e ou au 4e siècle après Jésus-Christ, d'accord. Il rapporte que Chiron, qui était de l'expédition des Argonautes, observa que les constellations au temps de cette fameuse expédition, c'est à savoir l'expédition des Argonautes, observa les constellations et fixa l'équinoxe du printemps au milieu du Bélier, l'équinoxe d'automne au milieu de la Balance, le solstice au milieu du Cancer et le solstice d'hiver au milieu du Capricorne, d'accord. Et donc lui, en comparant tout ça, il nous dit que, en voyant l'état du ciel aujourd'hui et en calculant par rapport à la précession des équinoxes, le monde est moins vieux d'environ 500 ans et toutes les époques doivent être rapprochées. Alors je résume. D'après Voltaire, on sait d'un récit d'un alexandrin du 3e siècle qu'il y aurait 500 ans d'histoire. Entre autres, si on compare le ciel à l'époque de ce fameux alexandrin et... Les observations qu'a fait Chiron au temps des Argonautes qu'on datait du 8e siècle avant Jésus-Christ, période homérique, il faut les rapprocher de 500 ans. Alors maintenant, raconte-nous ce que c'est que l'expédition des Argonautes qui sert de référence à cette vérité. L'expédition des Argonautes, c'est l'expédition de Jason pour aller chercher la toison d'or, et je vous rappelle que Chiron est un centaure. C'est-à-dire qu'en fait, il prend des récits mythiques pour des récits historiques. C'est-à-dire que dans la phrase... Chiron, le centaure, mi-homme, mi-cheval, sur le bateau magique des Argonautes donné par Athéna pour aller chercher la toison d'or par le demi-dieu Jason,
c'est les étoiles qui l'intéressent. Parce que les étoiles, c'est faux. Dans cette phrase, ce qui ne colle pas, ce sont les étoiles. C'est-à-dire qu'il prend des récits mythiques. Des contes de fées, on va dire des contes de fées. On dirait aujourd'hui des contes de fées. Oui, c'est pas des contes de fées, c'est des récits mythiques. Mais un récit mythique, c'est pas un récit historique. D'accord. Donc voilà. On se sert d'un mythe voilà. Donc, pour faire une démonstration prétendument scientifique. Oui, c'est comme si je te disais, c'est un peu du même type que si on calculait que Lancelot, finalement, c'est pas le Moyen-Âge, mais d'accord, c'est un peu c'est comme si on prenait la légende du roi Arthur et qu'on la déplaçait géographiquement, chronologiquement, voilà. Voilà, toutes les époques sont rapprochées. Je tiens aussi à dire, et je vais lui demander directement à monsieur Pierre d'Ortiguier, qui écrit et qui a dit dans ses vidéos que c'est à Voltaire qu'on doit le terme de récent et de récentisme, puisque dans cette fameuse lettre, il nous disait que les époques étaient plus récentes. Alors moi j'ai trouvé, il parut à Newton que le monde était de 500 ans plus jeune que les chronologistes ne le dirent, d'accord. Il faut retrancher un peu le calcul, et le monde est moins vieux d'environ 500 ans, et toutes les époques doivent être rapprochées, donc je l'ai relu beaucoup de fois cette lettre et je n'ai pas trouvé le terme de récent. Ni de récentisme. Voilà, ni de récentisme. Donc est-ce que c'est Voltaire dans une autre lettre, peut-être? Alors je ne dis pas que c'est pas Voltaire parce que moi je n'ai pas lu tout Voltaire. Non, moi non plus. Personne n'a lu tout Voltaire, qu'on se le dise. Voilà, c'est tellement énorme. Donc voilà, si déjà le terme de récentisme vient de Voltaire. Je voudrais la référence. Voilà, nous voudrions la référence. C'est pas dans la lettre sur l'infini et sur la chronologie. Donc c'est peut-être ailleurs, ça serait bien de nous indiquer où. Voilà. Voilà, donc là, on est sur les prémices de l'idée qu'on va prendre la science dure, la science des étoiles qu'on redécouvre évidemment avec Newton et durant cette période. Grâce à Voltaire. Grâce au grand Voltaire. Mais on est toujours sur des calculs sur l'Antiquité. Voilà. Or, le récentisme s'intéresse au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Donc là, il faut aller chez Anatoly Fomenko, qui reste dans la tradition du scientifique. D'accord. Donc Anatoly Fomenko et sa femme Tatiana, et donc à chaque fois, il y a écrit qu'ils ont des collaborateurs, mais on ne sait jamais, moi je ne sais absolument pas lesquels, parce que souvent dans les travaux, on trouvait leurs collaborateurs, donc je ne sais pas avec qui ils collaborent. Ils se placent dans cette idée et avec une méthode scientifique statistique, ils essayent de démontrer que les chronologies qu'on utilise en histoire sont fausses avec l'aide de la science dure, d'accord, impressionnante, parce que quand on sort de l'astrophysique aux gens et des calculs mathématiques, ça impressionne, d'accord. Surtout moi qui ai collectionné les bulles, les zéros sous forme de bulles. Et ce qui est intéressant, ça a fait pas mal de bruit en Russie. Enfin, il faut savoir qu'il y a déjà un précédent, il y a Morozov qui attaquait déjà la chrétienté, mais s'est fait arrêter plusieurs fois par le tsar parce que ce Nikolai Morozov était un communiste très important, d'accord. C'était aussi un physicien ou un chimiste, d'accord, et il voulait aussi il attaquait aussi la chrétienté, et Fomenko se base sur ses travaux. Alors je sais pas bien vraiment comment expliquer, puisque les travaux de Fomenko, ils sont pas disponibles en français. Alors oui, on dispose de vidéos, c'est-à-dire que moi j'ai regardé plusieurs vidéos de Fomenko. Il a fait un certain nombre de vidéos qui sont non pas sous-titrées mais traduites en surimpression comme on fait maintenant, et j'en ai regardé plusieurs et ça c'est vraiment disponible sur internet si on veut voir les théories de Fomenko sans les lire. Parce que je crois pas que ce soit je crois pas que les livres de Fomenko soient travaillés en français, certainement pas, en anglais je ne sais pas. En tout cas c'est disponible sur internet, Fomenko sous forme de vidéo. Voilà. Il y en a des séries, il y en a des quantités. Et donc voilà, la technique de Fomenko. Alors voilà, ce qu'on nous dit, c'est Fomenko se sert des mathématiques, c'est-à-dire c'est plus l'observation, c'est plus la lecture de textes anciens pour nous dire ce qui s'est passé, c'est une étude absolument mathématique pour nous démontrer que les événements tels qu'on nous les décrit n'ont pas pu se passer comme ils sont, comme on nous le dit. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que certains événements qu'on considère comme s'étant déroulés à des époques différentes et dans des lieux différents, si on les superpose, ils correspondent très exactement, et 2 ou 3 événements ne sont en fait qu'un seul. Voilà. Et c'est comme ça qu'il réduit le temps. Alors, raconte-nous comment il a fait. Et c'est par rapport, je crois que c'est un Allemand qui a exposé l'idée du temps fantôme, c'est-à-dire des temps dont on n'est pas très sûr.
Et donc, lui reprend cette idée des temps fantômes, d'accord, en histoire. Hein. L'histoire est absolument pas linéaire et les moments où il y a des périodes de troublées, de guerre ou des changements de civilisation, évidemment, c'est beaucoup plus flou, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les documents dont on dispose pour parler de ces époques-là, il y a des époques où il y a énormément de documents et des époques où il y en a beaucoup moins. Donc voilà, ce principe de temps fantôme qui est totalement admis en histoire, il y a des moments qui sont plus flous, il y a des moments où on ne sait pas et il n'y a pas de problème. Il le prend en disant qu'il y a eu des copier-coller. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, en fait, à l'intérieur se trouvent des événements qu'on va retrouver plus tard, et que c'est comme ça qu'on a réussi à allonger le temps, c'est-à-dire en recopiant et donc en dédoublant, triplant à l'infini. Et alors, il a sa technique avec Marion, nous a laissé assez... On était impressionnés. Vraiment, là, on s'est dit, en tant qu'historien, on ne fait pas le poids par rapport à cette technique statistique incroyable. Il prend des livres. Déjà, il ne prend pas des archives, on y reviendra. Il prend des livres écrits dans la période du Moyen-Âge et qui vont raconter des vies de personnes, des biographies. Dans la période du prétendu Moyen-Âge. Donc des prétendues biographies de saints, d'empereurs, de rois, de grands personnages. Il prend le livre, d'accord, et il calcule le nombre de pages ou le nombre de lignes, le nombre de paragraphes. Le nombre de paragraphes qui racontent l'enfance du personnage, la jeunesse du personnage, le début de sa carrière, sa vie, et ensuite le nombre qui sont considérés à sa mort. Mais il ne lit pas à l'intérieur, c'est le nombre de paragraphes. Voilà. Il ne lit pas le livre, hein. Il le décortique comme un scientifique va décortiquer. Et ensuite il fait des calculs et il fait des tableaux et il voit que ça correspond. Donc il arrive à nous prouver qu'au Moyen-Âge, on écrit les biographies à peu près sur le même schéma. C'est-à-dire qu'on fait quelques paragraphes sur son enfance, quelques paragraphes sur son adolescence. Ensuite, on entre dans le vif du sujet, puis à la fin, il y a sa mort. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que si j'écris que le général de Gaulle est né en telle année, a vécu à tel endroit, et que ça me prend 4 paragraphes, et que j'écris la vie de Jules César, et que je mets qu'il est né à un autre endroit, à une autre époque, qu'il a fait autre chose quand il était petit, mais ça me prend 4 paragraphes, ils vont se superposer. Le général de Gaulle et Jules César, c'était une seule et même personne. Bah oui, puisque c'est pareil. Et c'est mon tableau statistique qui vous le prouve. Parce que voilà, moi je suis un scientifique statisticien. Donc enfin voilà, il y a pas. Alors il a fait, montre-moi, raconte-nous, il a fait combien de recherches comme ça? Il a fait combien de tableaux de ce type? Il en a fait des centaines des tableaux de ce type. C'est-à-dire qu'en fait, il prend des centaines de biographies en disant qu'en fait, il y en a. Et après, il fait coller certains personnages avec d'autres. Comme s'il y avait 40 manières d'écrire des biographies. D'accord? Comme si tu veux raconter la biographie en général, tu vas faire la moitié du livre sur son enfance. Tu vois. Ben oui, et ensuite, tu arrives au moment où ça commence à devenir intéressant seulement à la moitié du livre. D'accord? Donc ça, c'est le travail de Fomenko. Donc nous, on est quand même un peu resté. On l'a regardé plusieurs fois, on n'y croyait pas. Oui, c'est la vidéo numéro 4. Parce que nous, on se disait, non, il va le lire. Toi, tu as un livre, tu le lis. Non, lui, il compte les paragraphes. Non, mais c'est pas scientifique de lire un livre. C'est scientifique, c'est de le peser, je suppose. Oui, bah oui. C'est de le peser, de regarder combien la longueur des paragraphes, le nombre de... C'est hallucinant. Et c'est là-dessus qu'ils se fondent pour dire que c'est une méthode scientifique pour regarder le passé. Moi, je veux bien. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire, c'est certain. Ensuite, il fait des tableaux aussi. Parce qu'il fait pas que, il fait. Donc voilà, je lis... Alors là, je lis François de Sars, qui a fait... c'est disponible en PDF, et là, je crois qu'il veut le sortir en livre... voilà. François de Sars, c'est un Français. Hein. C'est un Français. On y reviendra après. Mais lui, il apporte, enfin, il a pas, c'est pas un récentiste. Il doit être germanophone et il nous parle des récentistes. En fait, il fait une espèce de compilation des récentistes allemands, anglais, et il nous les présente et il présente leurs théories, d'accord? Et à un moment, il nous parle de Fomenko. Selon Fomenko et selon des chercheurs allemands comme Christian Bloss et Hans Ulrich Niemitz, d'accord, qui écriront tous un livre sur le sujet des méthodes de datation employées en archéologie. Donc là, sur le radiocarbone et la dendrochronologie, d'accord, on y reviendra. Tout ça, c'est précalibré, donc ça ne fonctionne pas. Donc lui, il fait un tableau, d'accord. La contribution la plus importante d'Anatoly Fomenko réside dans la constitution d'une méthode pour vérifier l'emplacement chronologique de tel ou tel événement. Il s'agit d'une méthode statistique. Voici un exemple pour illustrer ta thèse. Le tableau ci-dessous regroupe 2 époques mises en parallèle, celle de la charnière mérovingienne-carolingienne, donc c'est-à-dire les descendants de Clovis et la prise de pouvoir de Pépin le Bref, dont le fils est plus connu puisque c'est Charlemagne.
Et la haute antiquité, c'est quelle année alors? Dis-nous la fin des Mérovingiens. C'est 680, 700. Pardon, lui il commence 680 jusqu'à 800, enfin même plus, 820, d'accord, puisque Charlemagne, c'est les années 800, parce qu'il s'est fait couronner empereur, soit dit le 25 décembre 800. Et fragments du 3e Empire romain, d'accord, des 3e et des 4e siècles, c'est-à-dire les années 300-400, à Byzance, c'est-à-dire le moment où l'Empire romain s'est séparé en deux. Il y a toujours un empereur romain à Rome et il y a un empire romain à Byzance. À Constantinople. C'est encore Byzance. À Byzance, oui, ça deviendra avec Constantinople. C'est la même ville et il règne sur la partie orientale de l'Empire. Et donc il nous met les noms de ceux qui règnent et leur année de règne. Et donc alors attends, on a Mérovingiens au 9e siècle, en Europe, au 8e, 9e en France, territoire de la France, et les Romains d'Orient, voilà. 400 ans avant. C'est ça. Exactement. Et les règnes, les années de règne, même pas les noms, les années de règne concordent. D'accord, je te le dis rapidement. Pépin de Héristal, il règne 33 ans. Charles Martel, 20 ans. Pépin le Bref, 14 ans. Charles le Grand, 46. Charlemagne, 4 ans. On y reviendra. Et ensuite, de l'autre côté, 37, 16, 13, 42, 4. Donc, il nous fait un tableau et ça fait des années de règne qui sont à peu près équivalentes, encore qu'entre 33 et 37, qu'entre 20 et 16, et qu'entre 46 et 42, c'est... Voilà. Et donc, du coup, ça fait, si on les met sur un tableau statistique, on voit des courbes ou des petites... oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait des durées de règne sous forme de graphiques et il met les graphiques l'un sur l'autre et dit regardez, c'est pareil. Donc c'est la preuve que les chroniqueurs médiévistes ont piqué cette dynastie pour créer un faux Pépin, un faux Charlemagne, ils ont fait correspondre, c'était leur inspiration. Donc il y en a un des deux qui n'a pas existé. Donc voilà, et ça c'est le principe. On est d'accord, on fait deux tableaux, deux courbes, on les met l'une sur l'autre, comme ça correspond. Voilà. Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Donc moi, en tant que grande historienne émérite de nulle part, j'ai été une demi-heure sur Internet et avec Wikipédia, je me suis rendu compte que ce tableau était complètement faux. D'accord, donc ça a été, en plus, c'est-à-dire que ce tableau, on va parser dans l'Antiquité. Il nous met Constance II, Théodose Ier, Arcadius, Théodose II, Constantin III. Et par exemple, les dates de règne de Constance II sont bonnes, 324-361, mais avant de passer à Théodose, on a eu Julien l'Apostat, 361-363, qui a régné 3 ans, Jovien, qui a régné 8 mois avant de se faire assassiner, puis Valence, 364-378, qui est quand même l'empereur qui est mort à Andrinople, grande bataille où on pense que l'armée romaine reste sur le carreau, c'est très important pour la future chute de Rome, 14 ans, et ensuite on passe à Théodose. Ça veut dire que ça colle, si entre Constance et Théodose, t'enlèves 3 empereurs. C'est-à-dire que pour faire coller son tableau, il en supprime 3. Voilà. Alors que entre de l'autre côté Pépin et Charles Martel, il n'y a pas de... D'accord ? C'est-à-dire que pour faire correspondre à un tableau avec une certaine durée de règne, pour faire correspondre avec le deuxième tableau, il en retire 3. De toute façon, c'est écrit dans le tableau. Constance II, 324-361, et quand tu passes à Théodose, c'est en 379. Donc on voit bien qu'il en manque. Donc pas la peine d'avoir fait un bac plus 10 pour comprendre que jamais un trône ne reste vacant dans l'histoire. Toujours quelqu'un pour prendre la place. On voit pourquoi est-ce que 361 à 379, il n'y aurait eu personne sur le trône de Rome. D'accord, il y avait des candidats. Ensuite, Théodose Ier, c'est bon. Il règne, c'est les dates officielles de l'histoire officielle d'Internet. Ensuite, Arcadius, c'est bon. Et ensuite, pareil, il n'y a pas Théodose, il y a la régence de Pulchera, c'est-à-dire que Théodose... Théodose, 498-540. Donc là, il y a quasiment 90 ans qui passent dans le tableau. Donc c'est faux. Théodose II, c'est 416-450. Donc c'est 32 les chiffres ans. sont faux. Les chiffres sont faux. En plus, il n'a pas régné tout de suite. Il y a sa grande sœur qui a fait une régence. On ne va pas foutre une bonne femme dans le tableau. On va déconner. Et ensuite, on a Constantin III. Et alors là c'est fort. Parce que les dates sont bonnes, 407-411. D'ailleurs, dans son tableau, il les met après Théodose, qui est censé mourir en 540. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'ensuite, après, on revient à Constantin III. Ça n'a aucun sens. Constantin III, on se dit, bon, Constance, Constantinople, Constantin III, il doit être dans la lignée. Constantin III est un général
qui a pris le pouvoir à Rome et qui pas a à régné sur Rome. Et pas sur Byzance, d'accord? Il On a est en train de parler des... Il n'a jamais mis les pieds à Byzance. Et il est absolument pas, et il n'est pas relié par le sang, puisque c'est un général qui a pris le pouvoir, d'accord? C'est qui a renversé la famille régnante. Et il a été empereur d'Occident, mais il est là. Donc il est dans le tableau parce que c'est grâce à son introduction dans ce tableau qu'on va pouvoir faire coller les deux et nous prétendre que c'est scientifique. Vous avez compris? Voilà. Bien. Et de l'autre côté, on avance. Ah ouais, et de l'autre côté, c'est bien parce que donc il nous parle des Carolingiens, des Mérovingiens, c'est assez particulier puisque alors on a bien Pépin de Héristal, d'accord, 33 ans. Pareil, là il nous manque Théobald Ier, 714-717, 3 ans. C'est bizarre qu'il n'ait pas eu parce qu'en plus Théobald Ier c'est 3 ans et Julien l'Apostat 3 ans. Donc pourquoi est-ce qu'il enlève? Pour le coup, il y avait un truc qui collait parfaitement. Mais là il l'a pas mis, c'est pas grave. Ensuite on parle à Charles Martel, les dates sont fausses. Hein. J'ai regardé sur Wikipédia, j'ai regardé dans des livres pour les enfants, j'ai regardé dans l'histoire officielle de comment il s'appelle, de Fernand Nathan. Il est dit partout que Charles Martel a régné de 717 à 741, 24 ans. Pourquoi est-ce qu'il nous met 721, 741? Je ne sais pas. Ensuite, et c'est là que c'est compliqué, c'est que sur quelle histoire on reste? Parce que Pépin le Bref, il est maire du palais pendant 10 ans, c'est-à-dire alors maire du palais, ministre. Premier ministre. Oui. C'est les Mérovingiens qui règnent. Ce sont les descendants de Clovis. Et Pépin le Bref est donc les maires du palais, les premiers ministres, c'est aussi une dynastie. Ils sont tous descendants, voilà, c'est les Pépinides, d'accord? Ils se transmettent aussi la charge de manière héréditaire. Et puis, c'est la fin des rois fainéants, d'accord? Et Pépin le Bref devient calife à la place du calife. Et il devient roi des Francs à la place des Mérovingiens. Et donc, à partir de 751, il règne. Donc, dans le tableau, il a mis que 14 ans, c'est-à-dire qu'on met... Je ne sais pas pourquoi 14 ans, parce qu'il est resté 10 ans maire du palais et 27 ans roi. Donc d'où sortent ces 14 ans? Eh ben, faut que ça colle avec l'autre. Ouais, d'accord. Ou alors ils ont multiplié par 8, il a fait un produit en croix, enfin il a fait des mathématiques. Sachant que il y en a qui continuent à rester maire du palais, enfin c'est n'importe quoi. Et ensuite, évidemment, il a échangé Charlemagne et Carloman. C'est-à-dire que Carloman et Charlemagne ont été co-rois des Francs, parce que l'empire est vaste, la Neustrie, l'Austrie, là, vous savez, là, le territoire n'est pas du tout comme celui de la France. Donc de 768 jusqu'à 777, ils sont co-rois des Francs, et en 77, Carloman meurt, et c'est là que Charlemagne prend l'entièreté du territoire. Et lui, il a inversé les deux, parce qu'il y a beaucoup de récentistes allemands qui veulent que Charlemagne... Pendant longtemps, les Allemands au XIXe siècle voulaient absolument dire que Charlemagne était un roi allemand, vu que sa capitale était à Aix-la-Chapelle, que Aix-la-Chapelle c'est en Allemagne, et donc ils ne voulaient pas en faire un roi des Francs qu'on aurait rentré dans la chronologie française. Comme cette thèse est complètement été abandonnée, ils doivent être un peu en colère. Bon, c'est une comment? Je leur prête des intentions qu'ils n'ont peut-être pas, donc là maintenant Charlemagne n'a pas existé. Ça, c'est vraiment un truc très important chez les récentistes. Oui, Charlemagne n'a pas existé. Donc là, pour Fomenko, il coupe la poire en deux, il échange les deux. Comme ça, Charlemagne, il a régné 4 ans, et Carloman, c'est celui qui a régné 46 ans. Donc, bref, vous vous souvenez qu'on partait de 33-37, 20-16, 14-13, 46-42 et 4-4, ce qui correspondait. Là, moi, j'ai 33-37, 3-3, 24 ans, 8 mois, 6 ans, 14, 6 ans, 16... 27 ans 13, 46 ans 8, 3 ans 32, et un type qui n'a rien à faire là puisqu'il a été c'est un général romain. Donc voilà, le tableau bien bidouillé, ça colle. Mais si tu le bidouilles pas, ça colle pas. Et ça s'appelle de la science. Méthode scientifique de revoir la datation. Voilà. Intéressant. Donc ce tableau Moyen-Âge, Antiquité, qu'on trouve sur différents sites, que vous pouvez trouver dans François de Sars, mais qui à mon avis est extrait comme ça directement il doit être extrait d'un livre de Fomenko, parce que là François de Sars a fait la correction, mais sur pas mal de sites, tu sais, on trouve il est plein de fautes d'orthographe liées au fait qu'il est tiré du russe. Il est écrit Pépin de Géristal, puisque les Russes ne peuvent pas dire Héristal. Voilà, j'ai trouvé aussi Charles Martel avec 2 L, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un tableau qu'on va trouver partout. Donc voilà, vérifiez par vous-même. Je veux dire, allez-y, vous trouvez sur Internet, vous prenez un livre pour enfants, par exemple, un Troisième République, histoire officielle, et vous regardez dedans, et vous regardez les dates, et vous regardez bien que ce tableau est complètement bidonné. Moi, je suis pas russe, je vais pas aller apprendre le russe pour lire Fomenko, mais déjà, rien que ce qu'on nous propose, c'est faux. Donc je suis désolée, j'ai plus vraiment confiance en Fomenko.
Je veux dire, si les travaux auxquels on a accès, c'est bidonné des deux côtés... Alors, Fomenko bidonne des voilà. chronologies, il bidonne des règnes, des durées de règne, et il analyse les livres en fonction de leur nombre de lignes, de paragraphes, de mots et d'épaisseur. C'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire, certainement. Voilà. Après, donc on appelle ça de la science. Moi, la science de je ne sais pas quoi. En tout cas, je veux bien que l'histoire soit pas une science, mais c'est une discipline avec des règles. Et là, vraiment, je ne vois pas le rapport entre l'histoire et ça, quoi. Voilà. Donc, moi, je n'y croyais pas. Quand j'étais en train de faire, quand j'ai recherché ça et que j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible de mentir à ce point-là, de tromper à ce point-là, de tronquer à ce point-là. Et puis ensuite, argument récentiste, c'est troublant. C'est troublant. C'est troublant. Lisez quelque chose d'un écrit récentiste, regardez les vidéos de gens qui défendent le récentisme, et là, c'est troublant, on est troublé. Alors moi... Voilà, quand tu remets le tableau, t'es plus troublé, quoi. Je veux dire, voilà, les règnes de l'Empire romain d'Orient, et il n'y a rien, il n'y a pas vraiment à part qu'ils étaient rois.